Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien. Après 2 longues semaines d'attente, le chapitre 1029 de One Piece est enfin disponible pour notre plus grand bonheur. Alors que nous nous quittions la dernière fois avec l'éveil de l'exosquelette de Sanji, ce chapitre en est la suite directe. Il mettra également à l'honneur un combat assez peu attendu de ma part qui m'a pourtant beaucoup plu dans ce chapitre, celui de Killer vs Hawkins. Dans cette review, on va justement reparler de Sanji, on va également parler de la science dans la marine et dans le gouvernement mondial, notamment sur le cas du SSG et de ma théorie sur ce sujet, et vous allez voir, ça annonce du très lourd. J'en profite pour faire une petite annonce, je suis fier de vous annoncer avoir enfin trouvé un partenariat avec un site de figurines qui n'est autre que JD World. Tous les mois, nous vous ferons gagner des figurines, des goodies et des Jump One Piece sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter ou Instagram. N'hésitez pas alors à nous rejoindre dessus. D'ailleurs, un concours est déjà en cours sur Twitter vous faisant gagner pas moins de 4 figurines et un Jump. C'est donc l'idéal pour commencer une collection. Le code GOJI10 vous fera économiser 10% sur votre première commande et GOJI5 vous fera économiser 5% sur toutes les autres, alors n'oubliez pas de les utiliser. Eh bien écoutez les bros, commençons cette vidéo sans plus tarder. Si vous voulez me soutenir, je vous rappelle qu'un simple like est déjà largement suffisant et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous et allons-y. Le chapitre commence là où le dernier s'était arrêté. Sanji a involontairement brisé l'épée de Queen, provoquant la surprise générale, le fils d'Evin Smoke éveillerait le même pouvoir que ses frères. Sans même utiliser le haki de l'armement, il a été capable de résister à l'attaque de plein fouet d'une calamité comme Queen, ce qui a évidemment très vite alerté ce dernier, lui remémorant des souvenirs d'une conversation qu'il a eue avec Judge Vinsmoke. Ce dernier voulait créer des armes humaines avec un exosquelette capable de leur prodiguer une force suprême, une résistance et une régénération surpuissante, et évidemment un cœur de glace sans une seule trace d'émotion. Un portrait qui définit bien ce que sont les fils de la famille Vinsmoke aujourd'hui. Judge aura donc réussi son pari, sauf pour un seul. Sanji a effectivement toutes ses qualités depuis le tout début du manga. Pourtant, ce cœur de glace est l'opposé entier de ce personnage. Au contraire, Sanji brûle de sentiments ardents, l'essence même de son amour pour les femmes. Il est parfaitement capable de s'inquiéter, d'être apeuré, et n'a donc rien à voir avec n'importe lequel de ses frères et des autres créations de son père. Pour autant, Sanji ne semble pas réaliser tout ce qu'il sépare du reste de sa fratrie, et pendant qu'il fuit le combat pour se remettre de ses émotions, ironiquement, il se pose des questions sur ces fameuses émotions. Va-t-il devenir un être sans cœur? En plus de ne pas savoir ce qui va se passer par la suite, Sanji ne parvient pas à savoir comment un tel pouvoir a-t-il pu s'éveiller. Il faut dire que la transformation de Sanji, bien qu'elle soit invisible à l'œil nu, est ce qu'il y a de plus impressionnant, surtout quand les balles des sbires de Kaido ne parviennent même plus à blesser ou percer sa peau. Cette partie se clôturera par Queen demandant inlassablement au fils des Vinsmoke de revêtir cette fameuse Red Suite, quintessence de la science du royaume du Karma Double Six. Cette première partie du chapitre, bien qu'elle ne dévoile rien que nous ne savions pas, met l'accent sur un point intéressant, la peur de Sanji de perdre ses émotions. Alors qu'il vient d'obtenir un pouvoir d'une rare grandeur, la seule chose qui l'effraie est de perdre ses sentiments, perdre l'humanité qui le dissocie lui du reste des Vinsmoke qu'il haït tant. Pourtant, Sanji est censé savoir que contrairement à lui, ses frères ont toujours manqué d'empathie, d'amour ou d'humanité en règle générale. La preuve avec son flashback, bien que leur corps ne soit pas totalement développé, ils étaient déjà des monstres sans une seule once de pitié. Alors après 21 ans d'existence, 21 années à vivre tous les sentiments possibles, est-il possible justement qu'un tel changement puisse s'opérer? Sanji va-t-il devenir la copie conforme de ses frères abjects? Il est évident que non, et c'est ce qui fait toute la différence avec lui et les autres. Là où Judge voyait une faiblesse dans les sentiments humains, une faiblesse qu'il voulait effacer avec ce qui sont ses créations ultimes, il s'agit en réalité de toute la force qui manque à ses autres fils. C'est la raison pour laquelle Sanji est ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle il sera toujours supérieur au reste de sa famille. Qu'il subisse des métamorphoses ne sera pas le véritable problème tant qu'il garde les sentiments et la volonté qui l'animent aujourd'hui. La façon dont je traduis son histoire et comment Oda essaierait de nous faire comprendre est que ce que nous pensons être une faiblesse ne l'est pas réellement. Les sentiments de Sanji ne font pas de lui un homme inférieur aux autres, mais au contraire contribuent à lui conférer une plus grande force. Dans One Piece, toute la vie d'une personne va passer à travers une seule chose, sa volonté. Un homme, une femme, animé par une volonté de faire de grandes choses et déterminé à les réaliser sera toujours plus fort que n'importe quel obstacle. C'est la raison pour laquelle Luffy est ce qu'il est aujourd'hui. Oui, il est peut-être l'incarnation de Joy Boy, Nika, a hérité de l'ambition de Roger, mais est-ce que ça lui accorde un pouvoir spécial pour autant? Est-ce que ça lui donne une compétence unique que les autres n'ont pas? Eh bien pas tellement, c'est sa volonté inébranlable qui l'a empêché de mourir à plusieurs reprises, et rien d'autre. Pour Sanji, c'est la même chose, sa vie est menée par une volonté de réaliser son rêve, trouver
All Blue. Par une passion profonde pour la cuisine, représentant toute sa vie, un amour incandescent pour la jante féminine, et par-dessus tout, un attachement sans équivalent aux gens qu'il aime, le rendant prêt à se sacrifier pour son équipage ou son père adoptif. Toutes les forces et les raisons de se battre que possède Sanji sont pourtant à l'origine même de ce que Judge Vinsmoke considère comme une faiblesse. Ce sont ses sentiments. Alors non, Sanji ne perdra pas, je pense, la vraie nature de son cœur, même en se métamorphosant. Ceci dit oui, nous sommes face à un dilemme. Actuellement, Sanji est du coup un peu trop fort et je n'aurais jamais cru dire ça après l'ellipse. C'est surtout cette résistance qui va poser problème. Si rien ni personne ne peut ébranler sa robustesse, alors personne ne pourra le vaincre. Ce n'est du coup plus Sanji à la jambe noire, mais Sanji au sang bête. Alors comment Oda pourra-t-il gérer une telle situation? Eh bien j'ai dans l'idée que Sanji subisse l'inverse des modifications. Sans forcément aller contre sa nature d'être génétiquement modifié, il pourrait au moins effacer cette pseudo-invulnérabilité qui le dégoûte tant et qui risque de poser quelques problèmes de cohérence par la suite. Celui qui pourrait régler ça serait donc ni plus ni moins que Vegapunk. Le plus grand scientifique du monde n'a jamais été autant cité que sur Wano Kuni. Nous pouvons sentir que sa première apparition est imminente tant l'histoire s'oriente vers ce mystérieux personnage. Alors, après en avoir fini d'Onigashima, et si les Mugiwara rencontraient Vegapunk? Et si c'était l'opportunité pour Sanji de lui demander un produit ou une opération visant à stopper et retirer cette résistance tout en gardant l'essence même du pouvoir des Vinsmoke, tel le Diable Jump. Il faut pas oublier que Vegapunk est parfaitement compétent dans ce domaine car c'est lui avec Judge qui aura trouvé le facteur de linéage pour modifier l'ADN d'un humain. Si Sora Vinsmoke, la mère de Sanji, a été capable de mettre la main sur un médicament annulant les changements biologiques de ses enfants, alors Vegapunk lui-même doit en être capable. Alors oui, l'hypothèse que Sanji puisse être sauvé par Vegapunk m'a plutôt charmé, mais à vrai dire, c'était également une très bonne transition pour parler d'un sujet qui me brûle les lèvres depuis plusieurs jours désormais et qui n'a plus rien à voir avec Sanji. On le sait tous, Vegapunk est à l'origine d'une incroyable innovation dans le monde de One Piece depuis peu. Une invention permettant à la marine et au gouvernement de se dispenser de la présence et de la charge des Shichibukai au sein de leur rang. Nommé SSG. Special Science Group. Ce projet spécial est encore tellement secret que nous ne connaissons à peine son fonctionnement. Ils ont créé quelque chose d'assez puissant pour remplacer des pirates de la trempe de Mihawk, Hancock ou même Weevil. Et le mystère de cette arme spéciale risque d'être dévoilé dans très peu de temps sur Onigashima. Revenons 3 petites années en arrière. J'avais posté une théorie sur ce projet scientifique qui serait ni plus ni moins qu'une sorte d'armée de démons. Oz faisait partie de l'un d'eux. Nous ne connaissons pas le véritable nom de sa race, même si je pense qu'il se nomme les Oni, comme précisé dans une dernière review. Il semble que le gouvernement a toujours été fasciné par cette espèce, comme l'atteste l'arc de Punk Hazard. Ce lieu caché aux yeux du monde et théâtre d'expériences scientifiques du gouvernement est relié à la race d'Oz de plusieurs manières. Par l'insigne sur le panneau d'interdiction, par le crâne démesuré présent dans les flammes, mais par-dessus tout par les paroles de Trafalgar Law expliquant que le gouvernement a toujours tenté de créer des géants pour assouvir le monde grâce à leur force. Ces mêmes géants ressemblent trait pour trait à la race de Oz. Le coup de grâce a été porté sur Onigashima quand les Numbers ont fait leur apparition. Ces êtres gigantesques sont donc, d'après Big Mom, des expérimentations ratées de géants antiques que Kaido a acheté d'une donne en mille sur Punk Hazard. Et la seule race et espèce considérée comme un géant antique n'est ni plus ni moins que la race de Oz. Tout fait sens, tout s'emboîte comme s'il s'agissait de la dernière pièce d'un puzzle que nous venons de poser. Mais là où j'ai encore plus de raisons de penser à une telle chose, c'est grâce aux Mads, l'ancien groupe de scientifiques de Queen, Judge et Vegapunk. Si le SSG est la création militaire ultime de Vegapunk, alors elle est sans aucun doute liée à une manipulation génétique qui serait la quintessence même des projets que Queen et Judge ont également mené. Judge a recréé et cloné des humains au pouvoir suprême et ultime en changeant leur génétique. Queen a mis au point une maladie capable de transformer les victimes du virus en Oni, les fameux démons dont je vous parlais plus tôt. Vegapunk, lui, aurait alors combiné la science ultime de ses anciens camarades, cloné et recréé de véritables Oni, qui serait la force principale de ce qu'on appelle aujourd'hui le SSG. En d'autres termes, le gouvernement mondial composé de dieux aurait recours à des démons pour parvenir à leur fin. Le point d'orgue de cette histoire est que dans le dernier chapitre, le gouvernement mondial débarque enfin à Wano Kuni dans le but de profiter de cette guerre pour récupérer l'île. Et j'ai remarqué quelque chose d'étonnant. Les onomatopées émis par les navires semblent représenter des grognements, exactement les mêmes que ceux émis par Oz sur Thriller Bark. En sachant qu'ils vont tomber face à pas moins de 8 supernovas et 2 Yonko, ne croyez-vous pas que l'expérimentation du SSG sera lui aussi ramenée? S'ils sont utilisés pour vaincre les 7 corsaires, alors ils seront sans l'ombre d'un doute utilisés pour vaincre les Yonko et les supernovas, portant ainsi un grand coup à la piraterie. Les Oni débarqueraient donc sur Onigashima, la nouvelle invention de Vegapunk ferait son apparition.
Cette fois-ci, on ne va pas remonter 3 ans en arrière, mais simplement à l'année dernière avec ma vidéo sur le parallèle entre Wano Kuni, Onigashima et les anciens arcs de One Piece. Onigashima étant la plus grande bataille depuis Marineford, je vous disais qu'il était probable que tout comme l'apparition du projet pacifista de Vegapunk, en plein milieu de la guerre, le SSG pourrait à son tour apparaître, mais cette fois-ci à Onigashima. Ce qui correspond alors à toute la théorie que je viens de vous dévoiler à l'instant. Le SSG serait donc une unité d'Oni créée par Vegapunk et Rob Lucci et le CP0 seraient en route vers Onigashima en leur compagnie. Je n'aurais pas cru autant parler de cette théorie dans ce chapitre, mais ça me semblait parfaitement adapté, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si oui ou non, le SSG spécial Oni débarquerait bien à Wano Kuni dans les prochains chapitres. Nous passons à la deuxième partie qui viendra également clôturer cette vidéo, la suite et la fin du combat de Killer contre Hawkins. C'était un véritable supplice pour Killer. Chaque dégât qu'il faisait à Hawkins seront obligatoirement redirigés vers Kid, et ce quoi qu'il fasse. Mais le magicien avait un point faible dans sa stratégie. Les dégâts ne pourraient pas être infligés sur une partie du corps qui n'existe pas. Killer a alors simplement eu besoin de couper le bras gauche de son adversaire, le même bras manquant de son capitaine. Hawkins se retrouve alors dans la pire des situations, son lien avec Kid est annulé, Killer peut alors lui s'en donner à cœur joie et tranche son adversaire mettant fin à ce combat. Même si je n'en attendais pas beaucoup, je dois dire que j'ai plutôt apprécié ce moment. Déjà parce que voir la stratégie de Killer couper le bras gauche d'Hawkins m'a rappelé ce commentaire reçu sur la chaîne qui m'aura fait beaucoup rire, mais également car le lien de Kid et Killer est très spécial. Depuis l'arc Prison d'Udon, je me suis rendu compte de l'attachement qu'ils pouvaient avoir l'un pour l'autre, et je trouvais ça vraiment cool que derrière leur aspect de meurtrier sanguinaire, immoral et sans pitié, eux aussi avaient cette faiblesse les rendant humains. C'est finalement exactement le même cas qu'avec Sanji en réalité. Le lien profond qu'ont Kid et Killer les force à se surpasser pour l'un et l'autre afin de trouver une solution à leurs problèmes. Leur émotion n'était donc pas une faiblesse, mais leur a permis d'éveiller une force. Ce travail d'équipe et de compréhension est l'un des plus agréables à voir, il n'est d'ailleurs pas sans rappeler le chapitre 944 sobrement intitulé Partenaire, mettant en scène la rage et le sacrifice de Kid envers les bourreaux de Killer. Comble de l'ironie, dans le SBS 81, bien loin de Wano Kuni, Oda révèle que Killer et Kid détestaient le Udon. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi. Maintenant que Hawkins est défait, il ne reste plus grand monde à vaincre. Du côté des combats secondaires, seul Drakes versus Apu et Fukurokuju versus Reizo sont manquants, ils risquent cependant de se terminer très vite, en un seul chapitre, avant de passer aux 3 autres plus importants. Je présume que Sanji battra Queen en premier, puisque ça fait plusieurs dizaines de chapitres que le combat a commencé les concernant. Nous aurons donc le dénouement final, juste avant celui de Zoro contre King, qui est très récent mais beaucoup moins important et impactant que le combat de Kid et Law versus Big Mom. Les deux supernovas contre la Yonko sont clairement le dénouement le plus attendu, avec celui de Luffy versus Kaido. Alors oui, Zoro va vaincre King, oui Sanji va vaincre Queen, mais êtes-vous persuadé que Law et Kid vaincront Big Mom? C'est toujours le plus grand mystère à mes yeux. Deux Yonko vont-ils vraiment échouer face à la nouvelle génération? Deux supernovas sont-ils assez puissants pour vaincre la plus puissante femme du monde? Big Mom est-elle réellement destinée à perdre sur la terre des samouraïs ou Oda lui réserve-t-il un destin différent? Eh bien comme je le disais, pour moi ça reste un véritable mystère. C'est donc la fin de cette review les bros, on se retrouve cependant vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux, notamment Twitter, Instagram et notre serveur Discord sur lequel vous pouvez me retrouver avec Nina2119. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, portez-vous bien les bros, et merci de votre immense soutien, peace.